Bonjour et bienvenue à l'écoute du nouvel épisode du Camp de base, le podcast des rencontres au sommet. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je suis accompagnée pour l'animation de l'émission par Véronique. Nous enregistrons dans les conditions du direct depuis mon salon. Véronique, je l'ai rencontrée dans le cadre professionnel, puisqu'on a l'année dernière lancé ensemble le podcast du département de l'Isère, Belvédère. Bonjour Véronique. Bonjour Émilie. Et merci beaucoup de m'accompagner aujourd'hui dans cette émission et dans cette folle aventure. Avec plaisir. Pour une première question, un peu pour toi, avant qu'on démarre l'émission, c'est quoi toi ton massif préféré ? Alors moi, mon massif préféré, c'est sans hésiter le Trièves. Voilà, je suis tombée amoureuse du Mont-Aiguille en arrivant. Pour moi, c'est mon phare en Isère. Plus je le vois et mieux je me sens. Voilà, un petit coin de paradis. Ça sent déjà le sud en plus. Superbe. Aujourd'hui, on a une invitée particulière avec nous. Est-ce que, sans la nommer, tu peux nous la faire découvrir ? Alors voilà, nous sommes en présence d'une femme extraordinaire que j'ai rencontrée dans le cadre professionnel. Voilà, elle venait de remporter un prix pour son deuxième film, donc elle est réalisatrice, mais c'est aussi une ingénieure hydraulique, spécialiste de la construction des barrages, une grande voyageuse, aventurière, baroudeuse et cinéaste, photographe, enfin voilà. Superbe, ça faisait une petite mise en bouche sympathique. Et c'est parti, on envoie générique. Le camp de base. Le camp de base. Rencontre au sommet. Bonjour Caroline Riegel, vous êtes réalisatrice notamment de 2 films qui prennent leur source dans la vallée du Zanskar. Merci beaucoup et infiniment d'être avec nous aujourd'hui entre 2 présentations de films et de livres. Alors avant de laisser la parole à Véronique, qui va mener l'entretien aujourd'hui, je vais vous demander ce que je demande à toutes les invités et tous les invités qui passent dans le camp de base. C'est quoi votre camp de base à vous ? Il est dans quel massif ? Et qu'est-ce qu'on y retrouve pour votre bien-être ? J'ai créé un moment que vous alliez me demander quel massif j'avais préféré. Je ne peux pas répondre à ce genre de questions. Après, mon camp de base a évolué, mais je pense que j'ai été jusque-là plutôt nomade. Et quand on est nomade, on finit par ne pas être capable de préférer un endroit plus qu'un autre, puisque tout coule un peu dans nos veines, dans les miennes en tout cas, que ce soit l'Alsace où je suis née, la vallée de Münster, que ce soit ici autour de Grenoble, que ce soit aux Zanskar évidemment, à la nonnerie de Tongres. Après, j'avoue que je suis plutôt en bas et à mon goût pas assez en haut. En étant ici, c'est toujours un peu dur pour moi d'être trop proche d'une ville. C'est un peu une réponse à la normande que vous me faites pour boucler le tour. Une réponse alsacienne, pardon. Superbe, alors on prend. Vous êtes partout chez vous finalement, c'est ce que j'entends. Oui, quand on bouge autant que je l'ai fait, c'est quelque part presque nécessaire en fait. Sinon on peut pas être bien, c'est pas possible. Donc on apprend à être bien un peu partout en fait. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse. À toi Véronique. Donc Caroline, vous avez réalisé 2 films sur les promesses... Les promesses de l'hiver. Les promesses de l'hiver, voilà. Sur les semeuses de joie, en fait. Voilà, et le premier, c'était Les semeuses de joie. Donc 2 films sur des nonnes et sur la vie, en particulier dans une vallée perdue de l'Himalaya, la vallée du Zanskar. Mais comment est-ce que vous en êtes arrivé là ? Quel est votre parcours déjà ? Puisque je sais que vous êtes ingénieur hydraulique. Est-ce qu'on peut remonter le temps ? Remonter le temps, remonter le fleuve. Oui, c'est comment est-ce que j'en suis arrivée là ? C'est une bonne question.
Parfois nous-mêmes, moi je me la pose, les nonnes se la posent, parce que c'est vrai que c'est tellement incroyable, avec un peu de recul. Et en même temps, c'est pas complètement fortuit. Quand j'avais 30 ans, j'ai souhaité faire un grand voyage, un voyage initiatique. Ça a été mon voyage initiatique. Je suis partie 2 ans seule à travers l'Asie, à dos de chameaux, d'ânes, de chevaux. C'est assez incroyable pour moi d'en parler aujourd'hui, parce que j'ai complètement l'impression, et c'est à peine 18 ans après, où c'était il y a 18 ans. Enfin, je veux dire, c'est rien en soi, 18 ans. Et ben, j'ai l'impression que ce voyage, c'était dans une autre vie. Et c'était dans un autre monde, dans un autre espace-temps ou dans un autre siècle, tellement les choses ont changé et tellement je ne pourrais absolument pas revivre ce voyage ni d'autres que j'ai pu faire de la même manière aujourd'hui. Et c'est assez troublant. Mais toujours est-il qu'à ce moment-là, j'ai 30 ans, je pars seule et j'ai vraiment cette volonté de m'immerger auprès de gens qui vivent, qui pensent autrement, de repousser toutes les contraintes que nous impose le monde, le système, voilà, nos études, peu importe, hein, le monde du travail, etc. Non pas que j'ai voulu être en fuite, au contraire, j'ai réalisé, et plus fortement encore au travers de ce voyage, la chance inouïe que j'avais eue en tant que femme aussi, de pouvoir étudier aussi longuement, aussi loin, aussi fortement que je le voulais, de pouvoir partir seule et décider d'aller faire le voyage que je rêve de faire. J'ai mesuré en côtoyant tellement de gens qui n'ont pas, et tellement de femmes pour qui ce rêve est proprement improbable, la chance que j'avais. Et en même temps, j'avais conscience dans mes études, dans mon travail et dans mes premières expatriations, quand j'étais notamment en forêt vierge gabonaise, quelque part que aucun de ces mondes qui, aussi nourrissant soit-il, aussi généreux soit-il, n'allait me permettre d'aller bien au-delà, quelque part, de toutes ces contraintes qu'un monde impose malgré lui. Et ce que je voulais, c'était faire tomber ces contraintes pour pouvoir me sentir, me mettre au plus proche niveau des autres, en fait. Et je me suis rendu compte que dans mes expatriations, c'est naturellement déjà ce que je faisais sur mes chantiers, j'avais tellement ce besoin de me mettre à hauteur d'eux, de comprendre, de comprendre nos différences, de comprendre nos inégalités aussi. Peut-être que j'ai trop jeune été découvrir avec ma maman qui emmenait ses élèves d'ailleurs, hein, mais moi elle m'emmenait un petit peu à côté comme ça, le Struthof en Alsace, un camp de concentration. Je suis quand même alsacienne, donc j'ai été au cœur d'une guerre et que j'ai jamais compris, que je comprends pas. Je comprenais pas ce que je voyais. J'ai du mal à comprendre cette incapacité qu'on a à tolérer cette différence de l'autre, cette incapacité qu'on a à ne pas avoir peur de cette différence. Et je pense que dans mon voyage, je voulais pouvoir profondément m'affranchir de tout ça pour aller embrasser pleinement, le plus fortement possible, notre capacité d'humanité et la comprendre sur le terrain, et pas au travers des livres, et pas au travers de ce qu'on peut me raconter, et certainement pas au travers des écrans. Et puis, ça a été un voyage où j'ai concentré un peu tous mes rêves. Mes rêves aussi liés peut-être à une curiosité très forte, à une endurance que j'avais très forte, à un besoin de vivre les choses à mon rythme, parce que rien n'était peut-être jamais à mon rythme, parce que on a le rythme qu'on a, hein, et certaines personnes ont une endurance très forte et ont besoin quelque part de la nourrir, de la mettre à l'épreuve, en fait, hein. C'est pas pour rien qu'il y a des aventuriers, des entrepreneurs, des gens qui repoussent les limites, en fait, hein. C'est, je pense, assez inhérent à notre capacité de faire et d'être. Et puis, je suis partie faire un voyage qui, comme Nicolas Bouvier peut le dire, hein, c'est un vrai voyage. C'est un voyage, en fait, où on ne va rien maîtriser. On apprend à ne plus rien contrôler et à se laisser complètement déformer. Déformer étant peut-être pas le plus beau des mots, mais ou reformer quelque part,
formater, non, c'est pas un très beau mot non plus, mais on se laisse redéfinir quelque part par le voyage, par un rapport au temps qui évolue, et dans un rapport au temps, un rapport au corps, un rapport à l'esprit, un rapport au cœur qui se rééquilibre différemment et qui permet une présence très forte dans l'instant et une conscience très très aiguisée justement de ce qu'est notre monde, de ce qu'on est, de ce dont on est capable, d'aller mesurer quelque part, mieux comprendre la complexité aussi du réel. Et c'est dans ce voyage, au cœur de ce voyage, j'ai pris le temps de le décrire pour qu'on comprenne bien quelle incidence a un tel voyage sur l'état dans lequel je peux me trouver au moment où, au cœur de ce voyage, je rencontre par hasard Lennon, au cœur d'un hiver himalayen, qui est un confinement hivernal dans une petite vallée à 3500 mètres d'altitude, ou 3700 chez elle, où le Zanskar est complètement fermé, coupé du monde. Je voulais vivre ça c'est indéniable. Mais j'arrive là, après déjà 1 an de voyage, donc quelque part déjà complètement... Oui, je voulais vous demander la durée, justement. Le voyage, ça a duré 2 ans. En fait. D'accord. Donc, au bout d'une année, vous vous retrouvez là-bas. Donc, et c'était prévu. Vous aviez ce programme, même s'il y a eu plein d'imprévus. Ça, c'était... Alors, le voyage, en fait, je l'avais construit. Son ossature, je l'avais construite parce qu'on peut pas s'affranchir de tout non plus. Et en l'occurrence, les règles administratives sont une réalité. On n'est pas au-dessus. En tout cas, pas moi. Donc, j'ai construit mon voyage en y insérant, on va dire, en insérant dans une ossature qui tenait compte des réalités administratives, même s'il y avait des points laissés blancs. Mais j'ai rempli quelque part cette ossature par contre, toute la partie aventureuse qui était « je veux être là, à tel moment, pour telle raison. Après, ce que je vais vivre là-dedans, là, surtout ne rien préparer, parce que là, c'est là où je m'offre des plages pleines d'aventure et de disponibilité totale de moi, quelque part, à l'autre, en fait. Mais quand je les rencontre, oui, ça fait déjà 1 an que j'ai coupé le cordon ombilical, en fait, qui me tient au monde, qui m'a vu grandir, qui m'a permis de faire ce voyage et d'être dans cette démarche. Donc là, vous m'aviez dit d'ailleurs quelque chose que j'ai trouvé très fort, c'est que vous aviez fait plein de belles rencontres sur votre route, que vous n'avez jamais eu peur, que vous n'avez rencontré que des personnes bienveillantes. Alors en fait... Et que les seuls à qui vous n'avez pas pu dire adieu, ce sont ces nonnes que vous avez pris le temps de rencontrer plus longuement. Tout à fait. Alors c'est vrai que l'hiver aux Zanskar était de fait la partie la plus sédentaire du voyage, alors qu'ailleurs j'ai été plus nomade. Donc malgré des rencontres extrêmement fortes, je ne vais pas aussi loin dans le temps partagé. Après, dire adieu, c'est quelque chose c'est pas du tout anodin. Quand on voyage seul, on dépend des autres pleinement, parce que c'est pas complètement... c'est pas rien de se retrouver dans un monde dont on n'a pas les codes, la langue, notre culture, et d'être seul, en fait. On dépend des autres. Quand je dis je me mets au service des autres, entre guillemets, à la disponibilité des autres, plutôt, c'est plutôt ça que j'ai employé comme mot, c'est aussi que je vais dépendre des autres en faisant ce voyage. Et ça, c'est pas rien. Mais aux Zanskar, forcément, là, je passe un hiver complet et je vais beaucoup plus loin, oui. Et donc, effectivement, ces nonnes, je suis incapable de leur dire adieu. Il faut savoir que 2 années de voyage seule, comme ça, donc ce que je viens d'expliquer, à la fin, c'est une charge émotionnelle immense que de dire adieu, encore et encore et encore. Et en fait, au bout d'un moment, il y a un trop-plein, il y a une incapacité à dire adieu, parce que je me suis tellement plongée dans ce bain d'humanité, je veux dire, je me suis tellement sentie proche des gens qu'au bout d'un moment, dans ce voyage, où que je me pose, j'ai la sensation très forte et immédiate que les gens qui m'accueillent sont mes frères, mes sœurs, mes parents, mes grands-parents, mes enfants. Enfin, c'est très, très fort comme sentiment. Mais du coup, partir à chaque fois, ça devient toujours un peu plus pesant.
Après, il y a quelque chose que j'ai ressenti dans ce voyage et qui m'est apparu comme une évidence, c'est que je n'ai pas tout de suite compris. C'est pour ça que le retour, j'en parle pas dans le récit que j'ai fait de ce voyage, parce que le récit est cantonné au voyage lui-même, mais le retour est tout un voyage à part entière, en fait. Parce que dans ce voyage, quand je dis que je comprends mal les inégalités, je comprends mal cette incapacité que l'on a à tolérer ou à tolérer la différence, à tolérer l'autre, en fait. Mais il n'empêche que quand j'ai fait mon voyage, c'était une évidence absolue. Mais c'est de la même manière qu'on va regarder quelque chose à la télévision et on nous fait tout un déroulé et à la fin, la conclusion semble évidente et on se dit « Ah ben évidemment, bien sûr, j'ai tout compris ». De la même manière, quand on part et qu'on va vraiment comme ça découvrir le monde et se mettre à la disponibilité des autres, dépendre des autres, c'est inouï de se rendre compte qu'une écrasante majorité des gens ne nous veulent pas de mal et ne nous feront pas de mal. Et ça se ressent, vous disiez, je veux dire que je me suis jamais sentie en danger une seule fois. Une seule fois, c'est inouï de penser ça. J'ai été dans des situations cocasses, pas très agréables, etc. Mais c'est pas la même chose d'être en danger. Et l'immense majorité des gens, et c'est flagrant, vraiment, n'a pas du tout l'intention et l'envie, en fait, et la spontanéité, quelque part, de faire du mal, intentionnellement, comme ça. Voilà. C'est absolument pas le cas. Mais alors on se dit, mais alors pourquoi le monde va mal, pourquoi tant d'inégalités, pourquoi tant d'injustices, Alors c'est vrai qu'on peut se poser cette question derrière. Sauf que ce que j'ai compris aussi, notamment par exemple quand dans les yourtes en Mongolie, c'était assez flagrant aussi. Les yourtes en Mongolie, c'est vraiment un petit microcosme. C'est pas arrivé dans un village, c'est quelque chose de particulier. Et surtout dans le désert de Gobi, parce qu'on a vraiment des grandes immensités. Puis une yourte, qui est un petit microcosme comme ça, où il n'y a rien autour. Puis là, il y a une petite famille. C'est pas une communauté, c'est une famille. C'est instantané aussi, parce qu'en voyage, on aiguise son ressenti de manière très, très forte. C'est quelque chose qu'on développe de manière très, 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 très forte, en fait, et très, très fine. Et c'est essentiel pour ressentir, justement, les choses de manière juste et au bon moment. Mais c'était flagrant. Je rentrais dans une yourte, je sentais si j'étais dans un endroit, imprégné de beaucoup de bienveillance, où on sentait qu'il y avait un déséquilibre dans le couple, quelque chose d'un peu tendu, d'un peu triste, c'est fou, on ressent quelque part l'équilibre, on va dire, du familial. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, quand on arrive dans une yourte en Mongolie, il n'y a pas besoin de toquer, hein. On rentre, il est minuit, il est 3 heures du matin, peu importe, on rentre, on ne dit rien, on s'assoit, et les gens vont se lever et vont vous servir du thé et vous offrir l'hospitalité. C'est une règle de survie, en fait, quelque part, dans un monde désertique et dans le monde nomade. Mais je veux dire, c'est vraiment c'est quelque chose de complètement naturel et spontané. Sauf que ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est pas parce qu'on vous offre l'hospitalité qu'on vous offre le respect et l'amitié. Je veux dire, même si on a passé un bon moment avec les gens, l'amitié, c'est quelque chose qui demande du temps. Et il faut du temps pour comprendre l'autre, pour se connaître. Donc on peut avoir un ressenti, mais ce n'est pas pour autant que la personne va profondément vous offrir sa plus intime amitié, en fait. Ce n'est pas aussi simple. Et ce à quoi je veux venir en disant tout ça, c'est qu'en fait, derrière cette notion de foncièrement bon de l'être humain qu'il ne faudrait pas sous-estimer et qu'il ne faudrait pas mal juger, en fait. Il y a une autre réalité qui s'oppose, qui est que l'homme est foncièrement faible aussi. On n'est absolument pas des éveillés qui maîtrisons toutes nos émotions négatives, qui avons une conscience aiguisée absolue du bien commun, etc., où les valeurs fondamentales sont tellement fortes que tout nous glisse dessus et jamais on les met en péril quelque part. C'est pas le cas.
la plupart des humains sont aussi quelque part faibles par rapport à leur petite condition humaine dans une immensité vertigineuse où on n'est quand même rien et pas grand-chose et d'une fragilité inouïe. Et donc, quelque part, face à l'opulence, face au pouvoir, toutes ces choses qui sont des dérives, quelque part, en fait, on ne tient pas. Et c'est ça qui est compliqué parce que à la fois on aurait envie de dire mais si l'homme est bon tout devrait aller bien, non c'est pas si simple, et si l'homme est mauvais c'est normal que le monde aille mal, mais non, l'homme n'est pas si mauvais que ça, il faudrait pas se tromper de regard sur nous-mêmes parce que sinon c'est notre humanité qu'on met en péril quelque part en la jugeant mal, en fait, en jugeant mal son potentiel. Et pourquoi est-ce que les nonnes, et là je boucle la boucle, pourquoi alors les nonnes plus que d'autres? Justement parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont profondément marqué par un moment de générosité très fort, par un moment de rire partagé, par quelque chose. Je le raconte dans un récit, je veux dire, tellement j'avais peur d'oublier tous ces moments qui sont forts d'humanité. Mais quand même, les nonnes, là, c'est aller un peu plus loin. Mathieu Ricard, quand il parle de son changement de parcours, lui qui a côtoyé une élite intellectuelle, une élite artistique par sa mère, intellectuelle par son père, scientifique par son métier, il dit, quand il a rencontré ses grands maîtres, qu'il n'avait jamais rencontré dans toute cette élite quelqu'un qui soit à ce point intègre au quotidien avec ses valeurs, comme ses grands maîtres, qu'il a suivi après pendant une vingtaine d'années avant d'être l'homme qu'on connaît aujourd'hui et qui porte tout ce qu'il porte aujourd'hui. Moi, je peux dire la même chose des nonnes, en fait. Je n'avais quand même pas rencontré aussi... j'ai rarement rencontré, je pense, si ce n'est jamais, un groupe de femmes qui plus est non érudites, c'est-à-dire à qui on n'a pas donné accès à la connaissance. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas d'intelligence et du cœur et de l'esprit, mais elles n'ont pas la connaissance qui leur donne un certain pouvoir quelque part, ou une certaine force. C'est mieux de dire force que pouvoir, parce que justement le pouvoir, attention. Mais n'empêche que ces nonnes, quand on voit le film, quand on les a rencontrées aujourd'hui, je sais, j'ai suffisamment de recul pour pouvoir le dire, mais elles sont d'une intégrité par rapport à leurs valeurs à chaque seconde. Et moi, c'est ce qui m'a marqué quand je les ai rencontrées. Et c'est ce qui fait que derrière, elles m'ont à ce point touchée. Et j'ai été incapable de leur dire adieu. Et puis ça a chamboulé ma vie, la leur aussi, évidemment, dans l'histoire, puisque c'est une histoire d'amitié, d'immersion, d'implication de 18 années. Mais... Moi, j'ai une question. Quand vous arrivez dans cette vallée du Zanskar, c'est quoi les couleurs, c'est quoi les paysages qui vous frappent On est dans un désert d'altitude. Mais moi, quand j'y arrive, c'est l'hiver. Donc on est dans le blanc. Le blanc, c'est aussi, quelque part, une forme de pureté. Tout un paysage qui est tout blanc. C'est un paysage... je ne sais pas, vous aimez la montagne, je ne sais pas si vous aimez l'hiver, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de particulier à voir un paysage complètement blanc. Il y a une forme de pureté, de douceur, de légèreté. Et pourtant, on est dans un monde très rude. L'hiver, c'est très, très rude en réalité, à 3700 mètres d'altitude. Mais, et l'été, on va être dans un désert d'altitude, beaucoup plus minéral. Donc, c'est des couleurs de terre, des couleurs de roche, peu de vert. Et le ciel. Et la grande barrière himalayenne. Donc, on est tout petit, en fait, face à une sorte de forteresse minérale. Et pourtant, il y a là une petite vallée, comme ça, quelque chose de très accueillant, parce qu'au cœur de la vallée, malgré tout, un petit peu d'ouverture, mais c'est presque comme un nid, en fait. Et justement, ces nonnes, donc c'est un couvent, on peut dire que c'est un couvent? Oui, nonnerie, je dis nonnerie, mais oui, on pourrait dire couvent. Une nonnerie, donc vous avez cette nonnerie face à vous, dans cette vallée blanche. Vous aviez prévu d'y aller. Quels sont les premiers contacts que vous avez avec elle? Alors non, ce que je voulais, c'était passer un hiver himalayen.
Je voulais passer un hiver himalayen dans ce blanc, dans ce grand Himalaya, dans ce grand blanc, un hiver coupé du monde. Ça, oui, ça c'est quelque chose que je voulais profondément vivre. Par contre, je n'avais rien de particulier par rapport aux nonnes, au monastère. Enfin, j'étais absolument pas dans une démarche, on va dire, religieuse, quelle qu'elle soit. Et la rencontre avec les nonnes, c'est un pur hasard. Je me retrouve dans leur village, je vais à l'école, on me dit, mais tu sais, Caro, je suis tout seul là avec les 90 gamins parce que y avait personne en hiver, tous les profs étaient partis. Donc, si tu veux revenir tous les jours m'aider, tu peux y aller. Hein. Donc, voilà. Et puis, en fait, il apprenait à lire ABCD aux nonnes le soir. Et donc là, il me dit, tiens, tu montes avec moi si tu veux. Et là, je rencontre les nonnes. Et là, on a commencé un éclat de rire qui dure depuis 18 ans, en fait. Hein. D'où ça vient, cette joie des nonnes qui sont dans des conditions de vie quand même très difficiles, qui vivent chichement, qui n'ont pas accès à l'éducation. C'est marrant parce que cette notion de vie difficile, elle est intéressante. Parce que c'est vrai que l'homme a tendance à essayer de se faciliter la vie, souvent. Et en même temps, moi qui suis dans le monde des aventuriers, des explorateurs un petit peu... moi, je trouve que finalement, ce sont plutôt des gens qui se compliquent la vie. Comme les sportifs. On est des gens ou les entrepreneurs, on est des gens qui nous compliquons la vie, nous la rendons difficile parce qu'on a besoin de challenge. Le nombre de gens qui ont en réalité besoin de challenge intellectuel, physique, peu importe, en fait, c'est inouï. Donc, quelque part, vivre une vie difficile, pour moi, c'est presque quelque part assez normal, en fait. C'est le jour où on ne le fait plus, qu'on s'endort, et un jour, on se réveille et ça fait un petit peu mal, parce qu'on a besoin. On a besoin d'être en mouvement, on a besoin de faire, on a besoin de partager, on a besoin de... Et en fait, la vie aux Anscars n'est pas... aussi difficile qu'il y paraît. Si je devais la comparer à des paysans, comparons-la par exemple aux paysans du Gange. On est dans un monde qui semble plus facile parce que les choses poussent plus facilement. Il y a moins d'efforts à faire qu'à 3500 mètres d'altitude où on a un court été pour faire pousser tout ce qu'il faut, avoir ce qu'il faut, et pour manger, et pour nourrir les bêtes, et pour faire la cuisine, donc ramasser les bouses, etc. Mais il n'y a pas forcément besoin de beaucoup plus que ça, en soi. Sauf que aux Anscars, chacun a sa terre, chacun dans les Anscars d'antan, chacun avait sa terre, chacun avait donc quelque part une forme de liberté ou d'indépendance peut-être plutôt. On vit collectivement, on s'entraide, etc. Cette entraide, elle est nécessaire pour faire face à une rudesse de vie qui impose une vraie sobriété. Mais dans cette sobriété, il y a aussi très peu d'inégalités du coup. En fait, ça c'est pas rien. Et ça favorise vraiment un sens collectif très fort. À l'inverse, on a des paysans dans le long du Gange, où là, on peut penser que la nature est peut-être plus généreuse, on a plusieurs récoltes, etc. Mais ce sont des propriétaires terriens, quelques propriétaires terriens qui ont les terres et qui exploitent tous les paysans qui vont travailler et qui sont du coup absolument pas des gens aussi heureux que les Anscarpas. Malgré la rudesse. Pourquoi ? Aujourd'hui, il y a un taux de suicide immense chez ces paysans parce qu'en fait, ils sont surendettés, parce qu'ils sont exploités, parce qu'ils n'ont pas cette forme d'indépendance qui permet un épanouissement de l'âme aussi. Et alors bien sûr, l'indépendance, elle est limitée par un collectif, par une culture, par des grandes montagnes qui ne permettent pas non plus d'être si différents ou trop différents, soyons clairs. Mais quand même, il y a une forme d'équilibre aux Anscars qui, je pense, est propice en tout cas à cette notion de collectif, qui était propice à cette notion de collectif parce qu'on voit bien que les choses changent et changent de plus en plus vite. Oui, c'est d'ailleurs pourquoi vous avez fait ce film, parce qu'ils sont en train de construire une route pour raccrocher cette vallée qui pour l'instant est coupée un peu du monde. Il y a une route l'été, il y avait déjà une piste, ça fait 50 ans maintenant à peu près. Par contre, ce sont d'autres routes qui sont en construction, donc qui vont accélérer la venue possible, les points d'entrée possibles à moindre effort, puisque sinon il faut marcher, passer des cols, etc.
Et aussi, potentiellement, l'idée étant que l'hiver, on soit de moins en moins enclavé, etc. Il y a la fibre qui, ça y est installée. Ça change l'utilisation du téléphone, puisque si tu n'as pas Internet, ton téléphone, tu l'utilises pour téléphoner, mais tu ne peux pas tellement profiter de tout ce qu'un téléphone offre aujourd'hui. Mais là, ça y est. Donc, je n'ose même pas imaginer les heures scotchées devant un téléphone là-bas aussi, alors qu'il y a 18 ans, il n'y avait même pas de téléphone du tout. Et on sentait bien que ça aussi, c'était propice à une sorte de présence collective. Voilà, ce sont des outils qui sont puissants, mais ce sont des outils qui ont des dérives aussi très faciles. Et on le voit bien, comme la télévision. Moi, j'ai vu la télévision arriver quelque part à Tongres. Il y avait une télé, je crois, le premier hiver où j'étais là-bas, ou le deuxième peut-être. Aujourd'hui, tout le monde a une télé. Moi, j'ai enseigné à l'école gouvernementale et je passais mon temps à dire aux gamins à qui j'enseignais les maths, les sciences, etc., ou aux parents plutôt, essayer de leur faire le calcul quand j'allais les voir et que je voyais mes gamins à qui j'essayais d'enseigner des choses qui passaient toutes les heures d'électricité qui étaient disponibles quelque part. Ils étaient devant l'écran, mais à 20 cm de l'écran. Et personne ne leur dit rien et personne ne se rend compte quelque part des dégâts que ça va faire. Et en même temps, je faisais le calcul, puisque j'enseignais les maths. Alors, je faisais le calcul, je disais, écoutez, voilà, là, vos enfants, ils sont donc 3 heures tous les jours devant, voilà, donc ça fait combien au bout d'une semaine? Donc ça fait combien au bout d'un mois? Donc ça fait combien au bout d'une année? Vous imaginez, si je leur enseignais tout ça d'anglais, punaise, je pense ce serait autre chose à la fin, ou bien, enfin, peu importe, mais c'est vrai que, et on se rend pas compte parce qu'on n'a pas le recul, on n'a pas le code de lecture. J'ai entendu des gens aux Anscars me dire « Mais les gens qu'on voit à la télé doivent être des gens bien puisqu'ils sont mis en lumière. » Donc on comprend le décalage. Mais il n'empêche qu'au départ, l'idée de la télévision, c'était « Mais la télé, c'est un super outil. C'est un outil qui va permettre d'apporter de la connaissance aux gens. » Et potentiellement, oui, c'est vrai. Mais c'est toujours pareil, l'argent, c'est un outil. Ça n'est jamais qu'un outil. Un film, un livre, ce ne sont jamais que des outils. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Quelle importance on leur donne? Au cœur de quoi se retrouvent-ils? Et là, par contre, ça peut faire autant de dégâts que de choses utiles. Donc là, le gros avantage, c'est que maintenant, vous pouvez communiquer avec elle, alors oui, avec vos sûr, amis, par-delà les montagnes, les kilomètres et l'école. Ouais, c'est sûr. Vous êtes allé combien de fois là-bas? Je sais pas, je saurais pas dire. Non, je compte pas particulièrement. Après, c'est pas mon. Mais en 18 ans, sans doute 18 fois, enfin un truc du genre. Parce que s'il y a une année où j'étais pas, je pense que j'étais 2 fois. C'est comme une deuxième famille quelque part. Ah oui, ça par contre pour le coup entre nous, c'est sûr que mais ça va aussi loin que ce qu'on peut vivre avec une famille, c'est-à-dire qu'on s'en défait pas comme ça. Il y a une forme à un moment d'engagement, de responsabilité. C'est pas demain, si j'ai plus envie de les voir et que j'ai envie de faire autre chose et que désolé, mais j'ai pas le temps et ça me gêne, ou ça m'embête, ou ça me pèse, c'est pas aussi simple pour moi de leur dire ciao. Elle le comprendrait pas, elle le vivrait mal. Enfin, je veux dire de la même manière. De la même manière dans l'autre sens, mais quelque part. Mais nos vies sont quand même aujourd'hui intimement liées, on se connaît, ce sont mes meilleurs amis, on se connaît de manière tellement intime, tellement on a vécu des choses incroyables ensemble qui ont dépassé nos rêves, nos entendements. Et puis tout ce que vous parlez de ce périple que vous racontez dans les Semeuses de joie. Mais ça, c'est ce que nous avons vécu. Mais après, il y a tout ce que elle représente, et là, ça nous a dépassés. Dans ce que ça génère. Parce que pour moi, c'est une chose de me dire, j'ai une affinité particulière avec ces femmes, on vit des aventures extraordinaires, très bien. C'en est une chose de les exposer au monde et de me rendre compte que le monde, je ne vais pas dire s'accroche à elle, mais profondément touché et demandeur. Et quelque part, on sent que ça génère quelque chose, que ça va au-delà du simple... Tiens, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, ou c'était intéressant. Et en ça, oui, ça nous a dépassés. Et c'est pas rien, parce que moi, ça me pose une certaine responsabilité aussi. Et comment vous l'expliquez que ces personnes-là, elles sèment tant d'énergie, je sais pas comment on peut dire, vous avez appelé ça les semeuses de joie, mais tant d'énergie,
de choses positives, de pensées, de manière de voir le monde. Enfin, pourquoi elle ? On est d'accord que vous, comme moi, vous êtes en recherche de bonheur. Et c'est pour ça qu'on vous a invité, Caroline. Exactement. Non, mais on avait envie d'en profiter par procuration. Et puis avant ça, on allait se faire un petit déjeuner tranquille au soleil. On s'est dit, voilà, on va profiter de cette journée. Parce qu'on vit dans un monde qui est tragique actuellement. Enfin, en tout cas, il y a des tragédies. Il y a des tragédies. Voilà. Mais il ne faudrait pas croire que les tragédies sont majoritaires, en fait. Ce que le monde des médias ne montre pas, c'est le monde ordinaire, qui est fait justement de toute cette entraide, générosité, gentillesse, de tous ces gens qui n'ont pas l'intention de faire du mal, mais qui ne font pas non plus des exploits à chaque seconde de leur vie, ou qui ne font pas du mal à chaque seconde de leur vie. Ça, c'est tout le problème des médias. Les médias n'existent que par l'exceptionnel ou le sensationnel. Or, la bonté, c'est l'ordinaire. C'est bien le problème. Par contre, ces femmes, quand je disais, vous avez envie d'être dans le bonheur, quand on est pleinement dans le bonheur, quand tout d'un coup on est face à des gens qui vous permettent un moment absolu de bonheur, qu'est-ce que ça fait en soi ? Et ces nonnes, c'est ça, vivre avec elles. Quand je les appelais des semeuses de joie, mais la nonnerie de Tongres, c'est une maison du bonheur. C'est du bonheur 24 heures sur 24. Parce que le bonheur, chez elles, n'est pas une façade qui masque une souffrance intérieure. Non, ce sont des femmes qui ont une réelle conscience du bonheur, qui ont un réel sens de l'harmonie, qui sont du coup capables de nous regarder avec cette générosité de bonheur inouïe, sans juger, en défaisant entre elles et l'autre, quelque part, toutes les couches qui font qu'on juge, mais qu'on juge pour se protéger, qu'on juge parce qu'on n'est pas à l'aise, parce qu'on ne sent pas, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a pas assez de force par rapport à nos valeurs, parce que justement, et qu'on a peur de ne pas être à la hauteur, ou de pas, je ne sais pas toujours de quoi d'ailleurs, mais et ces femmes sont capables de ne pas être comme ça, c'est-à-dire de regarder l'autre sans un jugement et d'aller directement au cœur. Et donc, en fait, elles éveillent. Elles sont, c'est comme si elles allumaient, elles étaient capables d'allumer l'interrupteur ou la lumière à l'intérieur. Et là, ça nous fait un bien fou. Ça nous fait un bien fou parce qu'on est une majorité de gens, quand je disais qu'on était une majorité de gens foncièrement bons, mais on est une majorité de gens en souffrance. En souffrance, pourquoi ? Parce que c'est ce que raconte le film Dans ce car les promesses de l'hiver, c'est cette notion d'arrachement au bonheur. Et en fait, ça c'est un enjeu quand même extrêmement important. L'arrachement au bonheur, c'est le sort de nos vies. C'est-à-dire qu'on est tous en recherche du bonheur, le bonheur étant très individuel, parce qu'il peut être très différent d'une personne à l'autre. Et la joie, dans cette histoire, d'ailleurs, c'est le langage d'expression du bonheur. Et c'est un truc qui n'existe que dans le collectif. C'est un langage, c'est justement... Mais cet arrachement au bonheur, on a des moments de bonheur, ils nous sont propres, et puis on en est arraché, soit parce qu'on ne maîtrise pas les choses à l'intérieur, parce qu'on a la colère qui prend le dessus, parce qu'on a une frustration qui prend le dessus, donc c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et qui nous arrache à cet état de bonheur, soit parce qu'il y a une catastrophe naturelle, je ne fais pas de raccourci entre les deux, mais il y a tout un étalage de choses qui vont nous arracher au bonheur. L'enjeu, c'est quoi ? L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on digère ces émotions négatives que cet arrachement au bonheur nous fait. Et là, il faut avoir des ressources en soi. Il faut avoir des ressources dans le collectif. Quand on n'est pas soi un éveillé capable justement de surmonter de tout ça parce qu'on a une pratique inouïe, parce qu'on a une connaissance inouïe, etc. Et elles n'ont pas cette pratique, cette connaissance inouïe, mais elles ont déjà à la base une intelligence du cœur, de l'esprit, du corps qu'elles ont quand même... qu'elles pratiquent, et elles ont cette intelligence collective. Elles ont quelque chose de collectif qui est très fort, qui est aussi quelque part une force pour une source pour justement gérer ces moments de difficulté liés à ces arrachements au bonheur. Alors elles en vivent moins que d'autres. Nous, on en vit plus souvent, je pense, et plus fortement. Mais tout l'enjeu, il est de ne pas permettre en tant qu'individu que cette mauvaise digestion de cet arrachement, en fait, se transforme en quelque chose qui va être destructeur. Destructeur pour soi, destructeur pour le bien commun. Et c'est là tout l'enjeu, tout le problème. Parce que
quand je disais que l'homme est foncièrement bon, c'est-à-dire qu'il ne va pas se précipiter sur quelqu'un d'autre en face et lui planter un couteau dans le dos, il n'y a qu'une minorité absolue de gens qui font ça, je veux dire, franchement. Par contre, ben voilà, l'homme, digérer tout ça, c'est pas simple. Et comment il l'exprime et comment il le transforme, beaucoup de gens transforment ça à un moment en quelque chose qui est destructeur. Une dépression, ça va être destructeur pour soi. Hein. Mais voilà, Poutine, c'est une frustration accumulée qui devient destructrice pour le bien commun. C'est pas plus, pas moins que ça. Hein. C'est pas génétique à la base. Hein. Ça, je pense que ce serait une erreur de le croire. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose dans l'air du Zanskar ou dans l'air de cette nonnerie qui fait qu'il y a une étincelle de bonheur qui vient. Et non, il n'y a pas de miracle. Après, il y a des contextes, il y a des choses qui sont plus propices que d'autres. Hein. Je veux dire, de l'air pur, des rires autour de soi, c'est plus facile que du bruit qui nous irrite et que, je ne sais pas, des mauvaises ondes qui font que ça rentre en résonance dans le cerveau et que ça nous fait mal à la tête. Hein. C'est indéniable. Mais quand même, il ne faudrait pas non plus croire que ces femmes, c'est parce qu'elles sont profondément naïves, vivent dans un monde et qu'elles sont coupées du reste du monde, donc des problèmes du monde, ou parce qu'elles s'entendent, elles s'adorent et que donc les choses sont simples, le vivre ensemble est simple. Il ne faudrait pas croire ça. C'est pas vrai du tout. Et moi, en 18 ans, j'ai fini par vraiment comprendre ça. Et je les ai vues à l'épreuve, je les ai mises à l'épreuve, même quelque part, en les exposant, en les emmenant. Et en fait, non. C'est parce qu'elles travaillent au quotidien et qu'elles ne lâchent rien. C'est ce tout petit rien, c'est là qu'il y a l'essentiel. Si on lâche une fois par rapport à nos valeurs, c'est comme si on revenait en arrière de 1000 ans. Hein. Et derrière, il faut refaire tous les efforts que ça représente pour en arriver là à nouveau. C'est pour ça que ces valeurs sont quelque chose de tellement compliqué, de tellement laborieux, et que les détruire, c'est aussi facile, parce que ça, c'est quelque chose dans la vie qui est assez inexplicable pour moi. Hein. Grandir, construire, c'est long et c'est laborieux. Détruire, ça semble toujours un peu plus simple, un peu plus instantané. Une catastrophe, une éruption volcanique, une balle, ça vous détruit tout d'un coup. Voilà, des décennies de... Mais ça, c'est comme ça. C'est peut-être ce qui donne de la valeur, c'est peut-être ce qui donne... je ne sais pas si c'est là qu'il faut y comprendre notre capacité d'humanité. Est-ce que c'est là qu'elle a trouvé ses racines, ses sources ? J'en ai aucune idée. Hein. Mais quand même, une fois qu'on comprend ça, on comprend effectivement l'importance du petit rien. Et ne pas se dire, non mais ça... Parce que ces femmes ne lâchent rien. Elles ne lâchent rien à chaque instant. Et justement, c'est en ça qu'elles deviennent extrêmement vulnérables face au changement. Parce que quand les changements s'accélèrent, on ne peut plus être dans ce « je ne lâche rien » et à chaque instant, etc. Parce qu'on devient complètement submergé. Et en fait, notre humanité, elle est au péril, elle est mise en péril par l'accélération des changements, pas par le changement lui-même. Le changement, l'impermanence, c'est un fondement bouddhiste. C'est la vie, c'est une évidence. Les nonnes, elles ne sont pas en lutte contre le changement. Elles n'ont pas peur particulièrement du changement. Mais si le changement s'accélère, là, par contre, notre humanité devient vulnérable. Mmh. Leur humanité est vulnérable. Cette petite maison du bonheur qui ne lâche jamais rien, elle devient extrêmement vulnérable. Et en fait, l'accélération du changement, le curseur de la vitesse du changement, c'est l'humain qui le définit. C'est pas la nature. Ouais, finalement, c'est comme si d'un tout petit vent, on avait une grosse bourrasque, et puis 2, et puis 3. Et du coup, c'est un peu ça, si on devait faire une métaphore de on se prend trop d'un coup. Et la question tient plus, ouais. Et la question que je me posais, moi, c'est ces nonnes, elles arrivent comment dans ce monastère ? Et finalement, tu avais la même question. Est-ce qu'elles viennent toujours ? Voilà, parce qu'il y a... Malgré tous ces changements... Il y a toujours des vocations parce qu'elles prennent de l'âge. Ces nonnes en 18 ans, elles ont... Alors, ce n'est pas vraiment des vocations, c'est assez intéressant. Et là, en fait, il faut comprendre à quel point le bouddhisme est ancré dans la vie quotidienne. Je disais que c'est un travail au quotidien. Il n'empêche qu'il y a quand même quelque chose qui tient toutes ces nonnes ensemble, quelque chose qui est au-dessus du réel, qui est leur volonté d'éveil, un truc commun à toutes. C'est sûr que si elles devaient toutes avoir une vision radicalement différente, le collectif serait quand même plus compliqué. Hein. Faut pas se leurrer non plus. Hein. Surtout ne pas idéaliser. Hein. Mais n'empêche que je vois bien à quel point c'est un travail au quotidien. Et en même temps,
c'est intéressant parce que ce n'est pas une vocation vraiment pleine. C'est pas forcément si simple à expliquer. Et au sens où nous, on l'entend. C'est-à-dire, je sais pas, on pense à ma mère Teresa qui va nous dire, je crois que c'est le cas, hein, je ne sais plus, qu'elle entend une voix à un moment, pof, il y a une vocation, et puis... Ben, aux Zanskars, pour tous les Zanskarpas bouddhistes, hein, l'éveil ou la réincarnation, c'est pas une croyance. C'est un fait, c'est une évidence. Donc de toute façon, être nonne ou être moine, c'est une avancée dans l'échelle. Et c'est là aussi que dans cette logique d'échelle, Zanskar, les promesses de l'hiver, montrent que homme, c'est plus avancé dans l'échelle que femme. Donc c'est là où il commence à y avoir des limites avec ce que moi je peux comprendre et accepter, on va dire. Où je ne suis pas tout à fait pleinement d'accord, évidemment. Mais est-ce qu'elles l'ont intégré, ça ? Ah oui, oui. Ouais, d'accord. Ouais. Mais c'est très intéressant de comprendre comment chacune l'a intégré. Et certaines l'intègrent ça passe au-dessus de la tête, je veux dire, et d'autres c'est un fait de société, quoi. Avec une souffrance, en fait, à l'intérieur. Et en transformant ça en quelque chose qui est une forme de mépris pour la femme, justement. Parce que une femme comme Ta Ching Mo, qui est la plus érudite, en fait, et qui donc a quelque part en elle, et c'est là où je vais revenir après à comment elle devient nonne, mais qui est érudite et qui a quelque part... très jeune, une maturité très forte, des velléités de faire tous les efforts que l'on demande sur ce chemin de l'éveil, quelque part, parce qu'elle a compris, parce qu'elle est sensible à ça. Et là, très, très honnêtement, je veux dire, le Siddhartha Gautama Bouddha, au départ, il n'avait pas genré l'éveil, hein, il n'avait pas dit que les hommes pouvaient atteindre l'éveil et pas les femmes, soyons clairs. L'histoire, elle commence après dans le concret du quotidien, et là, c'est un peu plus compliqué. Mais au départ, ce n'est pas le cas. Et on le voit bien aujourd'hui. On voit bien maintenant qu'on a pu laisser des femmes quelque part faire ou vivre à hauteur d'hommes. Non, je suis désolée. Les femmes sont capables de choses aussi extraordinaires que les hommes. Et il suffit de laisser... C'est une question de potentiel intérieur. Et là, parmi les nonnes, il y a des femmes comme Ta Ching Mo qui ont ce potentiel intellectuel, cette volonté aussi, hein, cette ambition quelque part et cette persévérance et cette ténacité à vouloir faire le maximum dans ce but qu'elle s'est fixé, qu'elle éveille. Sauf que c'est une femme, c'est une nonne, elle est en bas de l'échelle. Et donc, quelque part, elle a, comme beaucoup de pauvres ont, une chape de plomb au-dessus d'elle. Et en fait, on va lui dire, maintenant, toi, il va te falloir beaucoup plus de générations que d'autres, ou de réincarnation que d'autres, pour pouvoir faire le travail que tu as envie de faire là, maintenant, dans cette vie, parce que tu as conscience que tu peux le faire, que tu as envie, que ça vient de... Eh ben non, on freine quelque part, on met sous tutelle, ou je ne sais pas trop comment le dire, enfin, on met sous silence, on met sous confinement, on met sous... quelque part, tout ce potentiel, et cette volonté, et cet enthousiasme, et cette énergie qui est là et qui ne demande qu'une chose, c'est s'exprimer. Mais comment est-ce qu'on transforme ça, en fait ? C'est une souffrance. Ça l'a été pour Ta Ching Mo, et aujourd'hui je comprends mieux pourquoi une Ta Ching Mo, si on commence à parler du sujet de la femme, va me dire, alors qu'elle rayonne de cette bienveillance, de cette, c'est inouï, cette femme, ce qu'elle dégage, en fait, là, chez elle, je ressens une souffrance qui s'est transformée en, la femme c'est de la merde. Et c'est comme ça. Et une femme, évidemment, c'est bien moins qu'une femme. Donc, un homme qui commet, je vais dire quelque chose de rude, mais un homme qui commet un meurtre, c'est moins grave qu'une femme qui fait des bêtises, parce qu'en fait, un homme est beaucoup plus puissant. Et de par cette puissance, quelque part, on va excuser bien de ses méfaits. Avant, peut-être que vous reveniez, c'est hyper intéressant, on est accroché à vos lèvres avec Véronique. Avant que vous reveniez sur peut-être la vocation, enfin, comment est-ce qu'elle devienne nonne, il y a un concept que vous avez appelé, qui, moi, me parle pas forcément. Peut-être que vous pouvez nous l'expliquer. C'est le concept d'éveil. Ça veut dire quoi exactement dans la religion bouddhiste, ce concept? Je suis peut-être pas la mieux calée pour expliquer vraiment pleinement ce que c'est, mais voilà, c'est au bout d'un processus de réincarnation. Atteindre l'éveil, c'est être dans une maîtrise parfaite, c'est ne plus être justement soumis à la souffrance, hein, du cycle des vies humaines.
ne plus être dans le bardo, je crois qu'on dit. Après, je ne vais pas employer de mots techniques parce que je ne suis quand même pas extrêmement calée. Mais l'idée, c'est que c'est le bout d'un processus. C'est faire partie tout d'un coup du tout. C'est être dans l'amour absolu. C'est quand on atteint l'éveil, la colère, le truc, tout ça n'existe plus quelque part. C'est quelque chose dont on s'est complètement affranchi. C'est et pas un on seuil a de atteint... connaissance. Parce que pour moi, c'est pas un seuil de un connaissance. appel à un socle de connaissances où on est éveillé. Voyez. Non, alors les connaissances vont contribuer à atteindre, et de façon presque inévitable, je crois, hein, mais pas forcément. Parce qu'il y a, par exemple, dans l'histoire du bouddhisme tibétain, il y a les 84 Mahasivas. Ce sont des gens qui n'ont pas forcément eu cette érudition que l'on pense indispensable pour atteindre l'éveil. Ce sont des gens qui, parce qu'ils ont une pratique du cœur ou de la bienveillance ou de quelque chose d'extrêmement, du karma en fait, extrêmement forte dans leur vie, un potier, quelqu'un qui, je ne sais plus, qui gravait des pierres, enfin il y a différentes... et qui ont atteint l'éveil dans une vie. Alors, c'est représentatif, hein, mais je veux dire, donc ça montre que non, c'est pas forcément, mais cette connaissance va souvent quand même être utile pour essayer de progresser dans cette maîtrise karmique qui fait que on progresse, on monte pour atteindre à un moment cette sorte d'unité avec le tout, être dans cet état d'empathie absolue, d'amour absolu. Enfin, je sais pas, chacun le définit après comme il veut. Moi, je le comprends à peu près comme ça. Hein, mais... Ouais, non, c'est hyper intéressant. Tout à l'heure, vous faisiez l'image de la figue quand vous parliez de tout ce qui est avec vos mains, de tout ce qui reliait les nonnes. Du coup, pour revenir à cette histoire de vocation, entre guillemets, est-ce que atteindre cet éveil, c'est ce qui relie toutes ces nonnes dans ce lieu-là, ou c'est pas du tout le cas Si, c'est quelque chose qui les relie pleinement, tout à fait. Mais c'est un peu ambivalent, parce que du coup, on leur dit qu'en tant que femmes dans l'échelle sociale, elles ne pourront pas l'atteindre, et pourtant, elles sont quand même dans ce lieu-là. Donc, comment est-ce qu'elles y arrivent ? Ah oui, mais attention, il y a la réincarnation. D'accord. C'est-à-dire que pour un bouddhiste, c'est rarement dans une vie, très très rarement dans une seule vie qu'on y arrive. Donc cette notion de réincarnation, là c'est une interprétation personnelle, mais pour moi c'est assez génial parce que, je veux dire, elle étale quelque part le temps et elle impose une forme de patience. La patience, la tolérance étant une des 6 valeurs fondamentales dans le bouddhisme. Et c'est qu'il en faut du temps pour atteindre l'éveil. Quand on voit, si on nous décrit ce que c'est que l'éveil, franchement, on sent bien que c'est dur. Hein. Et moi, je n'ai pas l'impression que je serais capable d'y arriver dans cette vie-là, par exemple. Mais quand on se dit, on a plusieurs vies, mais par contre, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut s'endormir sur ses lauriers. Il faut travailler chaque vie pleinement pour pouvoir... Donc, être nonne, c'est vraiment être sur le bon chemin quelque part. Et on peut espérer, quand Tsering Dolma a dit moi je veux être réincarnée en nonne, et je pense que je le serai, c'est parce qu'elle n'ose pas imaginer être réincarnée en moine, on va dire, parce que c'est encore une réincarnation supérieure, mais n'empêche qu'elle espère quand même être réincarnée en nonne et pas en laïque, on va dire, parce que elle espère continuer ce chemin de travail qu'elle fait, et elle estime qu'elle en a fait une partie dans cette vie en faisant suffisamment de prières, peu de mal, et etc. quoi. Et donc, vous disiez, vous les avez exposés au monde, il y a eu des conséquences. Je veux dire, déjà, ça produit quelque chose, la vision de ces films, sur nos regards, nous, d'occidentaux. Ça nous apprend à voir autrement la vie, ou à montrer qu'un autre chemin est possible, du moins. Qu'est-ce que ça a changé pour la vie de la nonnerie, la vie de ces nonnes, sachant que je sais que vous avez créé une association, vous avez contribué à la création d'une école, vous venez de sortir un livre dont les bénéfices seront versés à la nonnerie pour améliorer quand même les conditions. Alors, ce sont deux choses très différentes de les emmener quelque part que la partie plus matérielle, effectivement.
moi, j'ai été frappée d'entendre mes amis me dire un nombre incalculable de fois qu'elles étaient des ânes, qu'elles ne savaient rien, On parlait de de maintenir quelque part. Il faut savoir qu'une femme aux Oscars, moi je suis une femme, c'est un voyage qui m'amène là-bas, seule. J'ai 30 ans et je traverse l'Asie seule. À dos de chameaux, de chevaux, il n'y a rien qui m'empêche de faire ça. Personne ne m'empêche de faire ça. Et on ne peut pas me dire que j'en suis pas capable. Je suis en train de prouver que j'en suis capable et je fais de mal à personne. Sauf que j'arrive dans une vallée, je tombe sur ces femmes, et je suis dans une vallée où je suis porteur. Je suis porteur sur le fleuve gelé le premier hiver que je vis là-bas. Pendant 1 mois, je travaille comme porteur avec les locaux, les Anscarpas. Et je comprends au fur et à mesure, quelque part, de mon immersion là-bas, une femme aux Anscars, elle ne se balade pas seule. Même d'un village à un autre. En tout cas, pas pour aller à la maison, en bas au village, mais je veux dire, d'un endroit à un autre, une femme ne se baladait pas seule. Tu te balades avec un homme, tu te balades... C'est pas du tout une règle imposée en soi, mais c'est comme ça. Alors que les hommes, ils vont aller seuls, ils vont aller après en trek, etc. Et donc forcément, moi, qu'on me dise ah ben non, c'est parce que les femmes, c'est dangereux, c'est pas possible, elles peuvent pas, elles s'en sont pas capables. Non, évidemment, je peux pas l'entendre. Et quand j'entends mes amis, c'est quelque part se sentir tellement, alors que moi, je suis profondément touchée par ces femmes et que je vois en elles quelque chose d'une beauté et quelque chose d'une force, d'une préciosité inouïe. Il y a un petit décalage quand même de perception. C'est vos amies françaises qui portent ce jugement-là? Non, ce sont les Anscarpas. D'accord. Ce sont les Anscarpas. Ok. Les hommes sur les femmes, quelque part. Ouais. Et celles qui portent ce jugement-là, ce sont mes nonnes. Elles-mêmes sur elles-mêmes. Ouais. C'est dans la culture, au sein de la culture même, quoi. Ah oui. C'est ce que révèle un chose... petit peu le film, quand même, Zanskar, le 2e volet, qui impose un regard un peu plus complexe que le premier, Les Semeuses de joie. Mais, et quelque part, à la fois en les emmenant dans le voyage en Inde, il y a cette notion de responsabilité que j'endosse. C'est plus du tout la même démarche que d'aller là-bas, d'apprendre, de donner mon temps, d'apprendre tous les gestes, d'enseigner, etc. Mais dans le fond, je n'ai aucune responsabilité. C'est très facile. Je m'immerge, j'apprends. C'est assez fabuleux à vivre. Mais à un moment, je passe à une sorte de 2e stade dans mon implication. Et je deviens quelque part actrice de quelque chose dans la vie de ces femmes. Et là, c'est plus pareil. J'endosse effectivement une responsabilité qui est tout ce que je fais pour elles. Si tant est que je veux effectivement leur faire un cadeau, leur faire, quelque part faire ça pour elles, il faut que ça les renforce dans leur chemin de foi, dans leur chemin de vie. Sinon, je me trompe. Si ça les affaiblit de l'intérieur, c'est que j'ai mal compris comment elles fonctionnent, parce que quelque part, je déséquilibre cette force collective, et en fait, je les rends encore plus vulnérables, en fait. Ou alors, il ne faut pas que ça les déstabilise de l'extérieur, c'est-à-dire, on est dans une petite vallée de montagne. Hein. Attention, je les emmène à un endroit où aucun Zanskarpa, aucun Ladakhi n'est jamais allé, les îles Andaman. Vous imaginez les jalousies que ça peut générer? Donc il faut faire attention à ça, parce qu'elles sont en bas de l'échelle, et les gens qui ont le pouvoir, s'ils ne sont pas contents, c'est jamais sur les gens qui sont en haut de l'échelle qui vont se permettre de verser leur colère quelque part. C'est sur les gens qui sont en bas de l'échelle. Et donc, il fallait que je fasse attention à tout ça pour qu'au moment où on parte, quelque part, il n'y ait aucun retour de bâton qui vienne de l'intérieur ou qui vienne de l'extérieur. Mais de la même manière, en prenant une caméra qu'on a apprivoisée ensemble avec les nonnes, ici, le réflexe était plutôt de dire « mais il faut que tu filmes, qu'on voit comment elle change ». Mais justement, si elle change radicalement, je me suis plantée quelque part. Parce que ça veut dire que tout changement radical, faut le digérer. Quand je parlais d'arrachement, c'est pas si simple. Alors que vivre quelque chose de manière fluide, de manière douce, c'est pas du tout la même chose. C'est justement vivre les choses au rythme qui convient, où ça nous renforce de l'intérieur petit à petit. Mais ça se voit pas comme ça de manière évidente. Il n'y a pas un avant, un après comme ça évident. Par contre, aujourd'hui,
après 18 ans, je peux dire que si le Dalai Lama se retrouve face à elle aujourd'hui, elles vont lui montrer tout le respect qui se doit, mais elles ne vont pas hésiter à lui parler, à lui poser des questions, par exemple. Quand dans le Zanskar, les promesses de l'hiver, on voit Yangdol et Kessang qui viennent me chercher sur le fleuve gelé, il faut imaginer ce que ça représente en fait. C'est inouï. Quand je disais qu'une femme ne voyageait pas seule, ne bougeait pas seule, a fortiori le fleuve gelé. Et là, Kessang et Yangdol, parce qu'on a fait le fleuve gelé ensemble pour aller en Inde, parce qu'elles ont vu tellement de choses qu'en fait tout ça, ça leur semble tout d'un coup, mais alors absolument pas insurmontable, absolument pas difficile. Enfin, c'est bon, elles ont vu, elles ont fait. C'est des femmes fortes, c'est des femmes pragmatiques, c'est pas des femmes... Elles ont bien compris que c'était pas un problème. Donc là, en fait, c'est inouï d'imaginer qu'aujourd'hui, Kessang Yangdol, c'est pas moi qui leur dis, je veux que vous veniez me chercher. C'est elles qui disent « Ah, Caro, tu viens cet hiver ?»« Ah non, mais on vient te chercher. » Parce qu'elles ne veulent pas que j'ai à payer des gens qui vont profiter trop facilement, etc. Parce qu'elles veulent venir m'aider, parce qu'elles me doivent ça, parce que j'ai fait tellement pour elles, parce qu'elles voient bien les efforts que je fais et que pour elles, c'est autant d'efforts qu'elles se sentent l'envie de faire. Hein. Et donc, et c'est la deuxième fois qu'elles font ça, qu'elles me cherchent comme ça l'hiver. La première fois, c'était Phuntsog Dolma Yangdol. Et les villageois, là derrière, sont divisés quelque part. C'est assez intéressant parce que finalement, il y a une part de villageois qui disent évidemment, vu ce qu'elle a fait pour toi, pour vous, ce qu'elle a fait pour vous, évidemment, il faut que vous alliez l'aider, évidemment, allez-y. Et puis une autre part qui est plus peureuse, on va dire, qui du coup dit mais non, le tchadar, quand même, c'est pas rien le tchadar. Non, mais les hommes, ils vont aller la chercher, c'est bon. Et non, c'est non. On sait bien comment elles sont tellement pragmatiques, réalistes. Mais ce qui est inouï, c'est de se dire que les villageois aujourd'hui, sans que moi j'ai eu quoi que ce soit à dire, parce que mon jugement à moi, c'est le mien, mais j'ai pas à l'imposer quelque part, sans que j'ai quoi que ce soit à dire, finalement aujourd'hui, on est dans un village où des villageois, même si spontanément ils n'auraient pas dit allez-y, acceptent que ces nonnes, et ça les choque plus, que ces nonnes finalement accompagnent quelques hommes du village et disent on marche avec vous et on va faire le fleuve gelé parce qu'on va aller chercher Caro et on va revenir en faisant le fleuve gelé. C'est inouï de penser ça. Donc vous imaginez la force intérieure, l'élargissement des possibles qu'en fait toute notre histoire a généré chez elles. Et derrière ça, c'est tout un village qui est obligé d'évoluer, de changer, d'accorder tout d'un coup aussi plus de valeur à ces femmes. Et c'est là le vrai changement qui est nécessaire d'avoir, qui rend fort cet héritage ancestral et qui le rend moins vulnérable quelque part face justement à tous les changements et toutes les menaces de demain quelque part. Je t'en prie, Véronique. C'est une note d'optimisme. Oui. Ouais, ce qui est assez intéressant, c'est peut-être de se poser la question de comment est-ce que ce périple, il est décidé. Est-ce que c'est vous qui le proposez ? Est-ce que c'est elles qui disent si tu pars, et où est-ce que tu pars ? Est-ce qu'on peut venir avec toi ? J'imagine... Ni l'un ni l'autre. Ouais. Zut, j'avais une troisième option. Là, c'était quoi la troisième option ? Je dirais que il y a peut-être une décision collective ou je sais pas, il y a une carte postale qui arrive, un truc un peu poétique où vous vous dites on irait bien ensemble là-bas. on se rapproche un peu sur la troisième option, même si c'est pas tout à fait ça, mais on se rapproche en effet. Non, en fait, c'est aussi simple que ce que notre amitié représente. C'est-à-dire que je suis quand même là en train de me lier d'amitié avec des femmes. Moi, c'est ce que je dis à un moment dans les promesses de l'hiver. En fait, tout nous sépare, sauf notre condition féminine. C'est-à-dire, je suis une femme, ce sont des femmes, mais je viens quand même pas du même monde. Moi, j'ai étudié, je suis diplômée, moi, je critique tout, j'ai un esprit critique. Elles ont un cœur inouï, une générosité inouïe. Elles viennent pas du même monde, on n'a pas grandi dans le même espace-temps, vraiment. Enfin, on n'a pas quelque part, la même croyance, Et pourtant, voilà, on a une amitié qui dépasse le temps, les frontières, etc. Sauf que, oui, mais dans cette amitié, il y a quand même des déséquilibres. Moi, je suis une fenêtre sur le monde. C'est un voyage qui m'amène à elle. Je leur raconte, forcément. On parle des heures. On parle des soirées entières. On discute des heures. Parfois, on est là jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Et on parle, on échange. C'est inouï le nombre d'heures qu'on a passé entre nous à parler, en fait. Mais forcément, là-dedans, je vais leur raconter à un moment
le monde, que ce qui m'a amené. Je peux leur parler du Tibet, de la Mongolie, de l'Inde, etc. Et puis je me rends compte qu'en fait, c'est toujours moi qui parle du monde. Et une année, je reviens du Pakistan. Je travaille au Pakistan. On est juste de l'autre côté d'une frontière qui est hermétique. De part et d'autre, les gens sont convaincus de quelque chose qui se passe de l'autre côté, qui n'est pas la réalité. En fait, vous êtes la carte postale. Je suis la carte postale. Mais à un moment, c'est un déséquilibre dans notre amitié. C'est toujours moi qui viens. C'est moi qui connais tout de chez elles. Je leur montre des photos de chez moi et je vois bien comment elles réagissent à certaines choses. Une photo de ville, je me souviens, puis elles disent « Oh, c'est beau ». Comment ça, c'est beau? Aujourd'hui, elles sont comme moi, parce qu'on est très, très similaires à bien des égards, en fait. Les villes, elles n'en sont pas fans. On n'est pas né dans les villes, on n'est pas citadine vraiment au cœur. Là, et finalement, elles ont compris. Après Delhi ou après Paris, c'est pas ça qui les fait rêver. Mais avant, tu vois un truc, tu idéalises, tu sais pas du tout ce que ça représente, etc. Et en fait, on blanchissait un chorten ensemble, on riait, mais vraiment on riait, c'était une journée de délire. On se marrait, on bossait ensemble. Enfin, c'était... Et je ne sais plus ce que j'ai dit, mais j'ai dû dire quelque chose. J'ai dû parler d'une carte postale, j'ai dû parler d'un lieu, je ne sais plus où, je ne sais plus quoi, je ne sais plus à quel moment c'était. Est-ce que j'ai parlé du Pakistan? Est-ce que j'ai parlé... Je ne sais plus trop. Mais c'est sorti tout seul. C'est là où c'est intéressant, parce que c'est pas calculé dans la tête. C'est pas du... J'ai lâché. Mais ce serait tellement bien si on voyageait ensemble, parce que comme par dépit, c'est toujours moi qui raconte le monde. Et puis en fait, et là, il s'est passé quelque chose. Là, par contre, c'est des étoiles dans les yeux. Mais déjà dans ce délire dans lequel on était de joie, etc. Et puis en fait, là, c'est un tremblement de terre. Et là, ce qui rend possible le fait d'imaginer ça et de se dire, mais en fait, pourquoi pas, c'est qu'on a déjà un socle de confiance en les unes en les... Et en fait, dès le départ, je sais qu'elles me font pleinement confiance. Et je sais que je leur fais pleinement confiance aussi, en fait. Et je sais que la problématique pour réaliser ce rêve, c'est pas vraiment nous, c'est, comme je disais, tout ce qui nous entoure et bien comprendre quand même de l'intérieur aussi qu'est-ce que ça représente. Et c'est là où il y a tout le travail qui commence pour rendre ce rêve possible, en fait. Et après, ça nous a dépassés, de toute façon. Et comment est-ce que ce voyage, il se passe? Que vous pouvez nous raconter un peu comment vous décidez d'aller en Inde L'Inde, c'est leur pays, en fait. Oui. Donc, quand je les emmène en Inde, on peut refuser à personne de ne pas connaître son propre pays. Évidemment. Ne serait-ce que parce que c'est ton propre pays. C'est pas le pays à l'autre bout du monde qui décide des règles, des lois qui vont quelque part t'imposer ton cadre de vie quand même. Mais c'est marrant parce que pour connaître un tout petit peu, je n'y suis jamais allée, mais pour mettre un peu... j'ai vu des films sur le Zanskar. J'ai l'impression que c'est pas la même culture, notamment parce qu'il y a la ville et la montagne. Par rapport à l'Inde ? Par rapport à l'Inde. Là, on n'est pas dans le même monde. Et c'est pour ça, du coup, c'est presque comme si c'était un autre pays. Mais c'est juste qu'administrativement, du coup, il n'y a pas de barrière. C'est ça que vous... mais le Zanskar fait partie de l'Inde. Ouais. Donc, du coup, il n'y a pas de barrière. Du coup, vous vous dites, collectivement, vous décidez que c'est dans ce pays. J'ai une chance à ce moment-là, quelque part, c'est que l'Inde offre une diversité comme peu de pays. Je veux dire, dans tous les extrêmes. Climatique, géographique, culturel, linguistique, religion, tout ce qu'on veut. Enfin, c'est inouï ce que l'Inde offre de diversité et dans vraiment des extrêmes très, très forts. Et donc là, moi, j'ai quelque part la chance de pouvoir les emmener découvrir un pays qui montre... beaucoup. Je veux dire, leur pays, c'est pas juste le Zanskar, parce que c'est sûr que faire le tour du Zanskar, ça aurait été beaucoup plus limité dans ce que ça allait leur apporter. Et en même temps, le Zanskar fait pleinement partie de l'Inde. Et vous partez combien de temps ? 4 mois. 4 mois. Et financièrement, du coup, comment est-ce que ça se passe ? Et ben là, c'est ce que j'ai expliqué au début, c'est-à-dire que je sais qu'il y a que moi qui peux faire ce rêve. Donc après, financièrement, c'est de l'argent que j'ai mis de côté, c'est mon argent parce que c'est ma promesse. C'est une promesse personnelle que je leur fais, en fait. À l'inverse de tout ce qui relève du développement derrière par rapport à l'association, c'est pas du tout la même chose de les emmener, où la responsabilité m'incombe pleinement, et donc financièrement aussi. Il n'y a pas de raison que je demande à d'autres de me donner de l'argent pour faire ça, sachant que rien n'est jamais gratuit, faut pas croire, ni aux Zanskar, ni ici, et que trouver de l'argent, c'est chronophage.
Donc dans le fond, je veux dire, je bosse, je mets de l'argent de côté, enfin, j'ai pas d'enfant, j'ai fait la chose la plus simple qui soit. Hein. Je veux dire, Par contre, quand il s'agit du développement, c'est-à-dire aujourd'hui de partager les bénéfices, des outils qui sont les nôtres, les livres, les films, de construire l'école, le réservoir d'eau, d'ancrer la nonnerie dans son temps pour pas qu'elle soit trop vulnérable déjà et qu'elle ait une certaine force matérielle qui est en accord avec le monde tel qu'il est aujourd'hui. Le Zanskar n'est plus en autarcie comme il y a 70 ans. En autarcie, il y a 70 ans, quand personne n'avait rien, mais que tout le monde avait rien ensemble, ça changeait la donne. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Le but, c'est pas du tout d'enrichir la nonnerie au-delà de ce qui est nécessaire, en fait. Mais la pauvreté, c'est encore autre chose. Et je n'ai pas du tout envie que la nonnerie devienne pauvre en soi. La nonnerie dans autarcie n'était pas pauvre, matériellement parlant. Je veux dire, la vie était rude pour tout le monde de manière équivalente, les règles étaient bien établies. Là, les choses changent. Et là, c'est plus pareil. Mais là, par contre, ça relève du développement. Et le développement, c'est collectif. La pérennité de tout ce qu'on fait, elle est liée à l'implication villageoise, à l'implication des nonnes, à la conscience des nonnes, des villageois, etc., de la valeur de tout ce que ça représente. Et en fait, c'est collectif. Et si moi, je donnais que mon argent là, ce serait une erreur, ce serait une faute au final. Parce qu'en fait, ça veut dire que tout est sur mes épaules et qu'en fait, c'est pas du tout à l'image de la dynamique que ça doit représenter. Il y a des gens plus pauvres en France qui ont donné de l'argent, des gens plus pauvres que certains Zanskarpas, même à Tongri, je veux dire au village de Tongri, qui ont donné de l'argent pour soutenir la nonnerie. Il faut avoir conscience de ça. Et les nonnes ont conscience de ça. Les villageois, c'est moins évident parce qu'ils ne sont pas venus, parce que je les ai pas. Je veux dire, il faut pas. Mais les villageois, n'empêche qu'ils sont dans cette dynamique qui inclut film, voyage, voilà, une certaine aura autour des nonnes, des fonds que ça amène, et du coup la possibilité de faire des choses. Mais quand on a commencé, moi j'ai vécu plusieurs années, j'ai appris la langue, j'ai donné mon temps, j'étais la vagabonde de service, j'étais pas du tout la riche qui avait amené de l'argent sur la table en disant maintenant je vais vous aider. Dès le départ, j'ai pris le temps de connaître, de comprendre, de désidéaliser toute ma relation aux Zanskars. Si bien que quand j'ai amené de l'argent, grâce au film, je veux dire, mais j'ai pu dire aux villageois, les nonnes, j'avais rien à leur dire, elles avaient vu, elles étaient venues en Inde, en France, donc elles ont vraiment une conscience de ce que ça représente, d'efforts, de valeurs, etc., de collectifs, etc. Elles sont à l'image de ça. Mais les villageois, j'ai pu leur dire, écoutez, c'est pas de l'humanitaire. Hein. On a fait un voyage en Inde, on les a vus, les pauvres en Inde. Le Zanskar n'est pas pauvre comparativement aux pauvres qui mangent par terre dans la rue en Inde. C'est pas comparable pour dessous. Donc là, je peux dire ça aux villageois. On est allé, j'ai emmené les nonnes ont été témoins de tout ça. Et je peux dire aux villageois, écoutez, on a une chance inouïe. C'est d'avoir une histoire commune, ensemble. Je fais partie de cette histoire, de ce collectif quelque part. Et on a pu faire un film, on a pu faire des choses, ça nous génère de l'argent. Cet argent, il est nécessaire. Il est tout à fait nécessaire, c'est-à-dire que c'est pas non plus je sais pas quoi en faire, parce que si je sais pas quoi en faire, on va le donner à des gens qui sont vraiment dans la nécessité, mais on en a besoin pour la nonnerie, c'est indéniable. Quand je dis que les nonnes n'avaient rien, c'est peu de le dire. Hein. Il est nécessaire, par contre, il va pas falloir le gâcher. Parce que si on le gâche, et les nonnes seront d'accord avec moi, on arrête tout, et cet argent, je le donne à des gens qui vraiment sont... Voilà, donc c'est une chance, et des chances comme ça, on n'en a pas 100 fois dans la vie. Donc il ne faut pas la gâcher. C'est ça que j'ai pu dire aux villageois. C'est incroyable. Je crois qu'on pourrait encore discuter 2 heures. Est-ce que je te laisse la primauté de la dernière question, peut-être, Véronique ? Oui, mais là, je sais que donc vous poursuivez la promotion du film. Vous partez à La Réunion, je crois. Oui, ça c'est une belle récompense. Ouais. Le festival de Val d'Isère, là, à partir de demain, et puis dans la foulée, le festival de La Réunion. Ouais, ça c'est des jolies bulles. En sachant qu'à l'heure où on enregistre le podcast, on est le 16 avril 2022 et qu'il sera sur Internet le lundi 18 avril 2022. Donc, on est dans la primauté de l'information sur les dates de festival que vous donnez. C'est important parce que des fois, on le fait plusieurs mois à l'avance. Ouais, donc, voilà. Donc, on espère que vous aurez encore... Le film aura certainement encore du succès, sera encore primé. Il y a aussi le livre. Et alors, est-ce que vous avez... C'est quoi maintenant votre
votre prochain challenge, vous qui êtes une femme de challenge, de rêve, c'est quoi le prochain alors ? Alors, je suis plus une femme de projet, je crois, que de challenge en soi, et de projet où j'ai besoin qu'il y ait un sens. Je me définirais peut-être plus comme ça. Par contre, il y a un prix à payer à mener tout de front, comme je le fais, à justement vouloir faire en sorte que ce que je fais ait un sens pour moi, un sens pas seulement pour moi, parce qu'aujourd'hui avec les nonnes, il faut que ça ait un sens pour elles, un sens pour d'autres, puisque si je fais quelque chose pour les autres, il faut que ça ait un sens pour eux aussi, sinon ça n'a pas tout à fait, à mon sens, le même intérêt. Mais là où je ne suis pas capable de répondre, et ça fait 15 ans ou 20 ans que ça dure en fait, c'est qu'est-ce que je vais faire dans 1 an, dans 2 ans. Mais c'est quelque part le prix à payer aussi pour être capable de tout le temps ajuster l'équilibre, de tout le temps faire en sorte que je puisse jongler entre tout ça pour faire au mieux un peu tout et ne pas dépendre de quelque chose qui m'empêche du coup de peut-être mieux faire par ailleurs. Et c'est pas forcément évident. Je veux dire, il faut reconnaître que les nonnes, si les nonnes sont heureuses et qu'elles ont vraiment cette simplicité, cette sobriété, ce collectif qui fait qu'elles surmontent peut-être bien plus simplement que moi les moments durs, moi je suis souvent seule et elles me manquent profondément dans ces moments-là, et moi je pense à confronter des mondes et parfois à porter sans doute un peu trop, peut-être parce que j'en mets trop aussi, mais j'ai touché des bas, comme j'ai eu la chance de toucher des hauts inouïs dans ce qu'on a vécu avec les nonnes, par exemple. Mais c'est pas tout à fait linéaire et c'est pas forcément si simple. Mais de fait, je peux pas répondre, et c'est assez amusant parce qu'on me demande souvent après le premier film, maintenant qu'est-ce que tu vas faire, je ne sais pas du tout en fait, puisqu'en fait je ne raisonne pas dans ma tête avec j'ai un sujet, j'en ai déjà 3 dans la tête de toute façon pour qu'il n'y ait jamais de vide en fait. Mais ces moments de vide, s'ils sont parfois très difficiles à vivre, en même temps sont des moments qui permettent quelque part justement de pouvoir réajuster pleinement ces équilibres et de donner peut-être le meilleur sens possible à ce que la vie me permet de faire. Je ne sais pas si je m'exprime clairement. Moi, ça résonne beaucoup parce que pour le coup, je suis entrepreneuse, donc je ne sais pas ce que je vais faire à partir de septembre. Je sais que là, je pars 2 mois et demi en voyage, mais comment est-ce que vous faites pour dealer avec le rien ? Parce que parfois, effectivement, c'est trop bien d'avoir la liberté de ne pas avoir de programme. C'est confortable. Et pour autant, on vit quand même dans un monde où, à 30 ans, on me demande d'avoir un plan de carrière. J'ai pas de plan de carrière. Je dis souvent que je ferai certainement pas le même métier dans 5 ans. Mais comment est-ce que vous faites pour faire avec ça, pour tricoter avec ça ? J'ai pas de recette miracle, et j'ai vraiment, après, ce qui a été dur pour moi, c'est que j'ai vécu avec autant de passion mes chantiers de barrage par exemple, que mes voyages, ou que tout ce que je vis avec les nonnes en fait, et j'ai conscience que la chance de côtoyer des mondes qui en apparence ne se côtoient pas ou n'ont pas de raison de se côtoyer est assez inouïe, parce qu'en fait dans le fond, accepter la différence, accepter l'autre, accepter le monde tel qu'il est, c'est peut-être ça le plus difficile, plutôt que de vouloir m'accrocher à quelque chose et vouloir imaginer que le monde soit comme cette chose-là. Non, le monde, il est comme il est. Là-dedans, il faut trouver sa force, son équilibre. Il faut trouver des raisons d'être fort face à ses valeurs. Et ça, c'est pas quand je suis avec les nonnes que ça marche. C'est quand je suis sur un chantier de barrage, qu'il y a de la corruption tout autour de moi, que les choses deviennent difficiles, que je fais face à des gens qui ne sont pas, qui sont potentiellement même mal intentionnés, etc. C'est là que ça devient difficile. C'est là qu'il ne faut pas perdre cette notion de valeur. C'est là qu'il ne faut pas perdre pied. Et qu'est-ce qui fait que j'arrive à un moment à ne pas perdre pied là-dedans ? C'est peut-être d'avoir tous ces mondes et toutes ces expériences
qui m'imprègnent et qui font que je peux pas ignorer ce qu'elles m'ont enseigné, ce qu'elles ont infusé en moi. En revanche, voilà, la vie est un marathon et c'est là où moi, qui avais beaucoup d'énergie justement au début, j'ai eu tendance parfois à ne pas comprendre ce que c'était que gérer un marathon. C'est-à-dire gérer cette énergie sur le long terme, gérer voilà, au mieux. Et la patience n'ayant pas été mon fort, c'est avec beaucoup d'années, beaucoup d'expérience, beaucoup de hauts, beaucoup de bas que je me rends compte à quel point cette notion de patience, cette notion de fond, d'endurance, est extrêmement importante en fait pour justement ne pas entrer en guerre tout de suite frontalement parce qu'on veut avoir raison, parce qu'on veut que les choses changent maintenant, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Je pense que ça va faire écho aux prochaines échéances, grosses échéances qui arrivent en France, puisqu'on doit aussi choisir comment est-ce qu'on va voter bientôt. Super, c'était un super moment, c'était hyper appréciable. Et je vous propose qu'on fasse la conclusion. Je crois que c'est le moment du générique de fin sur lequel on se dira au revoir. Eh bien, le camp de base, saison 1, épisode 12, avec Caroline Riegel. C'est fini pour aujourd'hui. Merci infiniment, Caroline, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était vraiment un super moment. Enfin, moi, j'ai été un peu ébahie. Je crois que j'ai eu la bouche ouverte une grande partie de l'émission. Merci à toutes les deux. Oui, et merci à vous pour ce voyage, cette leçon aussi de patience, de vie, de philosophie. Voilà, ça fait beaucoup de bien. Et merci Véronique d'avoir été là, parce que c'était un premier format qu'on essayait toutes les deux. C'était vraiment super génial. Eh bien oui, à refaire volontiers. Oui. C'était vraiment très chouette. Voilà, merci d'avoir été là. Merci à toutes les deux pour ce moment partagé. C'était très très bien. Merci. Merci beaucoup. Au revoir Émilie. Prenez soin de vous. Et puis on rappelle aux auditeurs et auditrices qui ont écouté ce podcast qu'ils peuvent retrouver toutes les informations sur campdebase-podcast.com. À très vite.